Bonjour, pour ce deuxième cours de culture scientifique, partie 1, présentation, une première partie, et puis la vie de Marie Curie. Donc des questions à se poser autour des sciences. Que sait-on vraiment de la science? Plutôt des sciences selon le nom qu'on emploie. Des éléments de réponse. De solitaire, elle est devenue collective. Ce sont des laboratoires de recherche aujourd'hui avec de nombreux chercheurs. D'artisanal, elle est passée au stade industriel et fortement mécanisé, instrumenté. Qui peut aujourd'hui créer un laboratoire de recherche dans son garage? C'est un peu compliqué, il faut des moyens. Le local, elle est devenue internationale, les équipes étant le plus souvent composées de chercheurs de différents pays, beaucoup d'échanges. C'est sur la terre entière que cela se passe, la recherche, une compétition entre les pays. Le rôle et la place des intérêts privés dans la recherche universitaire se sont accrus de façon importante depuis les années 80, remettant ainsi en cause une autonomie trop souvent tenue pour acquise. L'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans un laboratoire de recherche aujourd'hui. La course aux revenus et aux brevets a fait apparaître son lot de fraudes et de conflits d'intérêts, donc de nombreux ouvrages, Wade, je me souviens de Broad et Wade sur la fraude scientifique. Conflits d'intérêts, évidemment, surtout dans le monde médical, quand on rencontre ce genre de choses. Des questions épistémologiques à se poser autour des sciences, la méthode. Que sait-on vraiment de la science, ou plutôt des sciences? De la méthode scientifique et de ses transformations, et souvent on confond on peut trouver ce genre de propos, les sciences finalement, c'est du niveau des religions, c'est la même chose, c'est la même méthode. Pas du tout. Hein, la méthode scientifique, on l'a vu donc dans le cours d'épistémologie, ou on le verra, épistémologie et philosophie des sciences. Du rôle des instruments en sciences, des nombreuses controverses qui ont marqué son histoire, oui, bien sûr. Dans le monde scientifique, on n'est pas d'accord. Hein. Il y a toujours des personnes pour protester, des controverses. Des questions philosophiques, la science fait-elle partie de la culture? Là, je peux répondre, bien sûr. Scientifiques peuvent-ils croire en Dieu? Bien sûr. On reverra avec, lorsqu'on parlera de l'univers, Georges Lemaître, hein, qui avait trois thèses, une thèse de maths, une thèse de physique, une thèse de théologie, qui était prêtre et qui a d'ailleurs terminé sa carrière président de l'Académie pontificale à Rome, alors que c'est quelqu'un qui a, avec Einstein, eu un débat, et Einstein est obligé de reconnaître qu'il avait tort. Einstein pensait que l'univers était stationnaire, hein, dans le temps il n'évolue pas, et le maître était un partisan de l'évolution de l'univers, hein, de l'expansion de l'univers, et Edwin Hubble en apportera les preuves. Que penser des mouvements créationnistes, hein, donc Dieu a créé la Terre et les espèces vivantes, etc. Mais bien sûr que c'est en dehors du monde scientifique. Quels sont les liens entre la science et l'économie? Forte. Il faut de l'argent pour faire de la science. Comment fonctionnent les communautés scientifiques? Comme les autres communautés sur la Terre, avec ces problèmes d'argent, de pouvoir, d'envie, de sexe, etc. Propos édifiants sur les sciences. Deux propos, donc le premier de Ludwig Wittgenstein, ce grand philosophe fin 19e, début du 20e. Wittgenstein, c'est le fils d'une famille extrêmement riche en Autriche, pardon, Empire austro-hongrois. En Autriche, il vit à Vienne, son père est immensément riche, industriel, banquier, etc. Ce jeune homme va faire des études d'ingénieur, je crois à Londres, et va se diriger vers la philosophie après. Il va rencontrer Bertrand Russell, il y a une très belle biographie sur Wittgenstein, c'est très intéressant de regarder sa vie. C'est un monsieur qui avait découvert son homosexualité, qui a refusé l'argent de ses parents, bon, bien qu'il ait de l'argent, bien sûr. Il va vivre en Norvège, assez retiré du monde à un moment donné, etc. Donc cette phrase que le soleil se lève demain est une hypothèse, oui, toute idée scientifique est une hypothèse. Max Planck, donc cet homme qui a vécu en tournant autour de 1900, hein, 19e, 20e, regardez, très longtemps il a vécu. Il a connu la guerre de 70, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45. C'est un homme qui est incroyable pour ça. Il a vécu ce moment de l'histoire étonnante avec ces deux guerres mondiales, pardon, et la guerre de 70 entre l'Allemagne et la France. Et Max Planck a été quelqu'un qui a été proche du pouvoir nazi. C'est quelqu'un qui, on le voit faire des discours sous le drapeau nazi, il n'a pas renié. Avec Einstein, il n'était pas du tout d'accord. Par contre, scientifiquement, Einstein a toujours été admiratif de Max Planck, parce que Max Planck, c'est quand même lui qui va énoncer en 1900 hein, cette idée de quantification, qui va donner la physique quantique, bien sûr. Donc, il a toujours dit, bien sûr, que c'est dans un acte de désespoir. C'est-à-dire qu'il était choqué par cette idée-là, lui-même qui l'avait posée. Alors bon, il faut raconter les circonstances que je raconterai dans le cours sur la physique quantique. Donc, qu'est-ce qu'il dit du haut de son conservatisme? Il a quand même il a une certaine modernité, puisqu'il dit une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires,
et en leur faisant voir la lumière, mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir et que grandit une nouvelle génération qui cette vérité familière. Donc c'est intéressant, bien sûr que les jeunes gens trépignent d'impatience, on ne les écoute pas, les personnes âgées, eux, se raidissent, conservent ce qu'ils ont, histoire de l'humanité. C'est quoi le travail d'un historien des sciences? Eh bien, c'est d'abord des livres, lire des livres, étudier des textes. Donc là, j'ai 5 beaux livres, Des révolutions des orbes célestes, Copernic 1543, Le messager céleste, Galilée 1610, Discours de la méthode, Descartes 1637, Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, Newton 1687, et L'origine des espèces, Charles Darwin 1859. Voilà, des grands livres, il y en a plein. Mais aussi, bien sûr, ça consiste, l'histoire des sciences, à étudier la vie des savants qui ont écrit ces livres. Donc on voit sur ce tableau, on voit énormément de portraits, alors d'abord peints évidemment, Pythagore, Platon, mais surtout on n'est absolument pas sûr que ces portraits soient... Peu importe, on avance et j'ai mis des grandes photos des gens qui me paraissent importants, Newton, Einstein, etc. On balaye cette galerie de portraits pour arriver à la fin. Watson, chez le seul qui n'est pas décédé. Il est très âgé, il est devenu un peu fou, il est raciste, etc. Bon, comme quoi on peut être un grand scientifique et en même temps dire des bêtises. Watson écrit qu'elle a découvert l'ADN. Et au milieu, j'avais mis une femme, Marie Curie. Donc évidemment, il y a très peu de femmes dans cette galerie de portraits. Il y a un livre qui... pourquoi la réponse serait-elle dans ce livre de Nicolas Witkowski, Trop belle pour le Nobel, Les femmes et la science. Alors regardez le nombre de prix Nobel attribués dans les différentes matières et le nombre de femmes, c'est ridiculement bas. Pourquoi? Parce que les hommes ont empêché les femmes de se cultiver. Là, à l'école, on va voir avec Marie Curie la difficulté qu'elle a eue à faire ses études, à devenir une grande scientifique. Couronnée de 2 prix Nobel à son époque, c'est la seule personne à son époque qui a 2 prix Nobel. Donc la proportion de femmes parmi les Nobélistes est très faible, de 5% en moyenne, les de 2 pour 206 en physique, 1% 19 en économie. Bien sûr, beaucoup de femmes qui réussissent, malgré toutes les difficultés, à apparaître dans le monde scientifique. Sophie Germain, cette française, mathématicienne, physicienne et philosophe française, à l'origine du théorème d'arithmétique qui porte son nom. Elle est avec le mathématicien Carl Frédéric Gauss, le grand Gauss, qu'on appelle le prince des mathématiques, en utilisant un nom d'emprunt, Antoine Gustave Leblanc. Donc on voit autour de 1800, là, comment vous... Alors Carl Frédéric Gauss, la réponse de Carl Frédéric à la lettre de Sophie Germain, il répond: comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé Monsieur Leblanc, cet illustre personnage, qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des noms est fort rare, on ne s'en étonne pas. Les charmants chanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes, à se familiariser avec ces recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché. Il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur. En effet, rien ne pourrait me prouver d'une manière plus flatteuse et moins équivoque que les attraits de cette science qui a embelli ma vie de tant de jouissances ne sont pas chimériques. Il reconnaît cette énorme puissance intellectuelle qu'a Sophie Germain. Henrietta Leavitt, histoire tragique, astronome américaine, qui découvre une relation entre la luminosité de certaines étoiles variables et ces vides qu'on le reverra dans le cours sur l'univers et le rythme de leur pulsation, ce qui permet aux astronomes de mesurer la distance entre la Terre et les autres galaxies. Elle est morte depuis 4 ans lorsqu'on a pensé à lui attribuer le prix Nobel. Elle fait un travail incroyable, cette femme. Et elle n'a pas été reconnue. Rosalind Franklin, très connue, donc c'est Watson et Crick, découvert de l'ADN. Elle fait toutes les mesures, physico-chimiste, pionnière de la biologie moléculaire anglaise. Elle avait réalisé les clichés de radiographie aux rayons X de la structure de l'ADN qui vont permettre de mettre en avant la structure en obélisque de l'ADN. Elle est morte 4 ans avant l'attribution du prix Nobel, en 1902, à Watson et Crick. Il y avait un autre personnage aussi. Sophie Kovalevskaya, mathématicienne russe, auteure du théorème de Cauchy-Kovalevskaya sur les solutions de l'équation de dérivée partielle, donc des sujets très difficiles. Elle obtient un poste de professeur à l'université de Stockholm, devenant ainsi une des premières femmes professeurs d'université en Europe, fin 19e. Emmy Noether, mathématicienne allemande, spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique, théorème de Noether. Einstein dira d'Emmy Noether, le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. À l'université de Göttingen, elle doit pendant 4 ans donner des cours sous le nom de David Hilbert, le grand mathématicien allemand, fin 19e, début du 20e, qui l'avait invité devant l'opposition de l'université à ce qu'une femme soit nommée professeure.
Puis, pour terminer, Diane Fossé, qui a vécu au XXe siècle, qui s'est fait assassiner. Éthologue, zoologiste et primatologue américaine, spécialisée dans l'étude du comportement des gorilles dans les forêts des montagnes de l'Est du Rwanda. Elle est assassinée en Rwanda en 1985. Voilà, plein d'autres, des physiciennes, mathématiciennes, ingénieurs spatiales américaines, Catherine Johnson, les films dans Les Figures de l'ombre, qui apparaît dans ce film, une autre femme, prix Nobel de physique 63, deuxième femme à l'obtenir après Marie Curie. Donc j'ai voulu mettre en évidence aussi une association, Femmes et Sciences, donc beaucoup de femmes. À l'ENSIP, nous avons l'école d'ingénieurs où je travaille, il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour de Femmes et Sciences. Il y a des jeunes filles, jeunes femmes dynamiques. Donc si vous avez des problèmes, mesdames, n'hésitez pas à contacter les associations et qui vous défendent. Alors évidemment, cette femme qui est au milieu des hommes, Marie Curie, je vais vous présenter sa vie. Donc d'abord des biographies. Françoise Giroud a une femme honorable. Pourquoi honorable? On va le voir. Elle n'a rien à se reprocher, cette femme. Marie Curie, une vie. Puis après, des biographies plus peut-être scientifiques. Voilà. Donc Marie Curie, elle est née en 1867. Elle a donc 33 ans en 1900. Einstein est né en 1879. Il a 21 ans. Elle a quelques années, une dizaine d'années de plus que Einstein. Elle mourra en 1934, irradiée par son travail sur la radioactivité. Elle sera malade. Elle mourra de son travail, des conséquences de son travail. Donc 3 prix Nobel dans une famille, c'est assez incroyable quand même, hein. Famille radioactive, comme disait Paul Langevin. Si nous avons aussi des familles naturelles et des familles artificielles, il est certain que la famille la plus radioactive du monde est la famille Curie. Pierre et Marie Curie d'une part, donc les parents, et puis Irène et Frédéric Joliot-Curie, hein, donc Joliot prend le nom de Curie et Irène prend le nom de Joliot. Irène et Frédéric Joliot d'autre part, radioactivité naturelle, radioactivité artificielle pour les enfants, vient de nous donner un symbole frappant, une démonstration décisive de cette fécondité de la collaboration des deux sexes dans le domaine scientifique que nous pouvons considérer comme étant des plus élevés. Donc la vie tragique de Marie Sklodowska, donc c'était cette femme, Marie Sklodowska, qui deviendra Marie Curie, bien sûr en se mariant avec Pierre. Elle est née à Varsovie, cette maison a été détruite. Son papa était un directeur d'école, sa maman ne travaillait pas, bien sûr, les femmes ne travaillaient pas à cette époque-là. Elle a des frères et sœurs. Alors, la difficulté de vivre, hein, fin 19e, début du 20e, je la traduis dans beaucoup de vies que l'on étudie. Sophia meurt du typhus en 1867, elle a 9 ans. Elle voyait Marie Curie, c'est des drames autour d'elle. Sa mère meurt à son tour en 1878, elle a 11 ans, donc à 9 ans, à 11 ans elle voit mourir sa sœur, à 11 ans elle voit mourir sa mère, donc c'est quand même des vies très dures. Hein. Le royaume de Pologne, donc la Pologne a toujours été dépecée par ses grands voisins, donc c'était la Russie et puis la Prusse, hein, bien sûr. Marie Curie va passer son bac, elle est première, elle est extrêmement brillante, elle ne peut pas faire d'études supérieures, les femmes n'ont pas le droit de s'inscrire à l'université. Donc il y a des hommes qui ont créé des universités clandestines, quoi. Elle suit un petit peu, mais très vite, elle est obligée d'aller travailler parce que son père a perdu son emploi lors du changement de régime en Pologne. Donc il a été on lui a empêché d'être directeur de cette école. Donc il va falloir se nourrir. Donc Marie va être obligée d'aller travailler. Institutrice, préceptrice dans une famille aisée, dans un manoir. Et là, elle voit une première déconvenue dans sa vie sentimentale. Hein. Elle tombe follement amoureuse du fils, mais la famille s'oppose au mariage. Ils n'ont pas le même statut social. Donc c'est une grande déception pour elle. Marie passe un contrat avec sa sœur Bronia, qui est venue à la Sorbonne. La Sorbonne à Paris accepte les femmes faire des études. Elle passe un contrat, donc en 1891, elle est née en 67, donc elle a 24 ans. Marie écrit à Bronia, sa sœur, qui fait des études de médecine. Maintenant, Bronia, je te demande une réponse définitive. Décide si vraiment tu peux me prendre chez toi, car moi, je peux venir, j'ai de quoi payer mes dépenses. Si donc, sans te priver beaucoup, tu peux me donner à manger, écris-le-moi. Vous pourriez me caser n'importe où, je ne vous encombrerai pas. Je promets que je ne ferai aucun ennui, aucun désordre. Je t'implore de me répondre, mais très franchement. Et Bronia va lui dire, tu peux venir à Paris, et c'est pour ça que Marie Curie vient, mais à 24 ans. Elle vient à Paris faire des études. Donc elle arrive en novembre 91. Marie va être très vite, en 93, elle passe sa licence, sciences physiques. Elle est première, je crois. Elle est deuxième de sa licence de mathématiques, donc ça va très vite quand même. Hein. Elle est très très forte. Elle va rencontrer Pierre en 1894, donc elle l'a écrit, hein, comment ils se sont rencontrés, comment elle est tombée amoureuse de Pierre. Hein. Quand j'entrai, Pierre Curie se tenait dans l'embrasure d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon. Il me parut très jeune, bien qu'il fût alors âgé de 35 ans.
J'ai été frappé par l'expression de son regard clair et par une légère apparence d'abandon dans sa haute stature. Sa parole un peu lente et réfléchie, sa simplicité, son sourire à la fois grave et jeune inspirait confiance. Une conversation s'engageait entre nous, bientôt amicale. Elle avait pour objet des questions de science sur lesquelles j'étais heureuse de demander son avis, puis des questions d'intérêt social ou humanitaire auxquelles nous nous intéressions tous deux. Il y avait entre sa conception et la mienne, malgré la différence de nos pays d'origine, une parenté surprenante, attribuable sans doute en partie à une certaine analogie dans l'atmosphère morale au milieu de laquelle chacun de nous avait grandi dans sa famille. Pardon. Pardon. Donc, ils vont tomber amoureux, ils vont se marier en 1895. Marie a 28 ans et Pierre 37. Pierre, il va obtenir la chaire de physique à l'école de physique-chimie industrielle. Donc, une vie de scientifique. Marie va bien sûr collaborer, travailler avec Pierre. Ils vivent ensemble dans une maison à Sceaux. Là, c'est l'époque où on découvre les rayons X. Wilhelm Röntgen, un des premiers prix Nobel, le premier prix Nobel est attribué en 1901. Donc Röntgen va découvrir ces rayons X. Nous, en France, on a Henri Becquerel qui travaille sur ce domaine-là. On voit la célèbre photo de la main de sa femme à Röntgen. Donc la chair est plus perméable que les os aux rayons X, donc on peut faire la radiographie. Marie Curie va être une des grandes radiographies en France. Donc on voit que les ondes se répartissent en fonction de leur longueur d'onde, de leur fréquence, de leur période, et on voit que l'énergie, inversement proportionnelle à la longueur d'onde, progresse des ondes radio vers les rayons gamma qui sont très dangereux, très énergétiques. Et on voit le visible ici, un tout petit domaine de longueur d'onde. Ça correspond à des températures, des fréquences, bon, je ne rentre pas dans le détail. Henri Becquerel découvre en 1993 le rayonnement qui n'est pas un rayonnement radioactif, qui est donc le différent des rayons X, invisibles et pénétrants, du sel d'uranium, différent des rayons X. Donc Henri Becquerel va proposer de travailler avec Pierre Curie. Pierre Curie va proposer à sa femme de travailler avec lui. Donc en 1897, Pierre Curie propose à Marie donc de faire un travail. Elle va en fait faire sa thèse sur le phénomène de la radioactivité. Elle a Irène la même année qui naît. Le laboratoire aménagé au fond d'une cour dans l'atelier et le hangar de l'école de physique-chimie industrielle de Paris. On peut revoir ce lieu. Il est toujours là. Marie et Pierre en 1900 dans le laboratoire, dans le hangar de la découverte, dit-il. Marie écrit, alors le laboratoire au fond d'une cour, c'était une baraque de planches au sol bitumé, au toit vitré, protégeant complètement contre la pluie, dépourvue de tout aménagement. J'étais amené à traiter jusqu'à 20 kilos de matière à la fois, ce qui est pour effet de remplir le hangar de grands vases pleins de précipités de liquide. C'est un travail exténuant que de transporter les récipients, de transvaser les liquides et de remuer pendant des heures au moyen d'une tige de fer la matière en ébullition dans une bassine en fonte. Le travail consiste à isoler les éléments radioactifs de l'uranium, c'est un travail de titan. C'est physique déjà. 2,8 tonnes d'uranium ne contiennent qu'un gramme de radium. Il fallait énormément de matériaux. C'est un travail très dur. Donc il découvre en 1898, à la fin du 19e, donc on voit les carnets qu'il les écrivait. Donc il rédigeait, donc c'est pour ça que les étudiants nous obligeons à le rédiger, les TP, regardez, ils ont rédigé leurs travaux, c'est comme ça qu'on a pu suivre ce qu'ils ont fait. Le 17 février 1888, Marie note le comportement étrange de 2 minéraux d'uranium, la pêche blinde et la chalcite. Il découvre à l'intérieur un nouveau métal, elle le nomme polonium, évidemment, elle est d'origine polonaise, puis un autre. Donc la vie continue, Marie Curie, parmi ses élèves de l'école normale supérieure de Sèvres en 1904, à la rentrée universitaire en 1900, Marie devient chargée de cours à l'école normale supérieure de Sèvres, créée en 1881, réservée aux jeunes filles. C'était encore séparé les deux écoles, pour garçons et filles. Elle est la première femme à y enseigner, va former l'élite des femmes françaises en matière scientifique. Alors il y a la condamnation de Dreyfus, le procès Dreyfus. Donc il y a la révision de sa condamnation, il est réhabilité. Marie Curie et Pierre ne se mêlent pas de ce genre de choses. Les soutiens à Dreyfus dans l'entourage des intellectuels, comme dira Clémenceau, Anatole France, Émile Zola, sont nombreux parmi les scientifiques. Paul Appel, le mathématicien, Jean Perrin, le physicien, Paul Langevin, le physicien, Paul Painlevé, le mathématicien. Pierre et Marie ne signent rien, ils ne s'engagent pas, ne se mêlent pas de politique. Donc, 1898, Pierre et Marie donnent le nom de radium, nouvel élément. Ils écrivent « La nouvelle substance radioactive renferme certainement une très forte proportion de barium. Malgré cela, la radioactivité est considérable, la radioactivité du radium doit donc être énorme.
25 juin 1903, Marie Curie soutient sa thèse à la Sorbonne. Donc sa thèse porte sur le sujet des substances radioactives. Elle a donc 36 ans en 1903 lorsqu'elle passe sa thèse. Et à ce moment-là, donc c'est la première thèse en sciences physiques présentée par une femme à l'Université de Paris. Qu'est-ce que la radioactivité? Donc je vais aller très vite. Dans la classification périodique des éléments, on peut remarquer que les éléments concernés par la radioactivité naturelle sont des éléments très lourds. On voit 92 protons pour l'uranium, 84 pour le polonium, 88 pour le radium. Qu'est-ce qui se passe? Ces noyaux remplis de protons et de neutrons sont instables, donc ils vont, ce qu'on appelle devenir fissiles, se déformer et se casser en deux. Et il y aura l'émission de rayonnement, alpha, bêta, gamma. Donc si vous voulez comprendre mieux, regardez ce petit film, c'est passionnant. Ils sont très forts pour nous expliquer, Chamy est très fort. Donc la découverte des transformations radioactives, la filiation radioactive, c'est pas les Curie, c'est Rutherford, des sodistes anglais, néo-zélandais, Rutherford, qui vont découvrir qu'il y a une filiation, se cassant, mais ils forment des nouveaux éléments. Et donc les différents types de rayonnement, toujours découverts par Rutherford et Soddy. Donc alpha, bêta, c'est de la matière, un noyau d'hélium, deux protons, deux neutrons, un électron, son antiparticule, et une onde électromagnétique gamma. Donc c'est une onde, c'est pas de la matière. Les isotopes, regardez ce petit film avec Jamy. Les lois de désintégration radioactive, oui, on se rend bien compte que ces éléments se désintègrent au cours du temps. Ça va, alors je ne rentre pas dans le détail, regardez, ça va permettre de dater la surface de la Terre. Regardez ce petit film. Un exemple d'application de la radioactivité est la datation radioactive. Donc le carbone 14 est un radioélément qui se désintègre en azote 14 selon une loi exponentielle. La moitié du carbone 14 accumulé dans un organisme au moment de sa mort disparaît en 5730 ans. Si l'on connaît la proportion initiale de carbone 14 parmi l'ensemble des atomes de carbone de l'organisme, la mesure de celle-ci à un instant donné permet de calculer la date de la mort. On fait l'hypothèse que l'échantillon n'a pas intégré de carbone d'origine étrangère au cours du temps. Voilà comment on peut mesurer. Allez, alors il y a l'évolution au cours du temps. Il y a différents éléments qui nous permettent de faire ça. Il y a le carbone 14, l'uranium, thorium, 246 000 ans, et le potassium, argon, 1,25 milliard. Donc on peut mesurer des choses qui sont très très vieilles sur la surface de la Terre. Maintenant, le premier prix Nobel de 1903, un oubli regrettable. Donc la rumeur courut durant l'été 1903 que le prix Nobel de physique ne serait attribué qu'à Henri Becquerel et Pierre Curie, pas à Marie. Un membre de l'Académie, le mathématicien suédois Gösta Mittag Leffler, en informa Pierre Curie, et Pierre Curie répondit « Dans le cas il serait vrai que l'on songe sérieusement à moi, je désirerais beaucoup que l'on me considère comme solidaire avec Madame Curie dans mes recherches sur les corps radioactifs. C'est en effet son premier travail qui a déterminé la découverte des nouveaux corps, et sa part est très grande dans cette découverte. Elle a aussi déterminé le poids atomique du radium. Je crois que si nous étions disjoints en cette circonstance, cela étonnerait beaucoup de gens. Puis ne trouvez-vous pas que ce serait plus joli, au point de vue artistique, de nous laisser ainsi associer? » Alors c'est très rigolo de l'entendre parler de beauté, mais Pierre est un homme honnête, il va se battre pour que sa femme apparaisse, et elle va apparaître. Donc il va être attribué à Pierre et Marie Curie, Henri Becquerel, pour la découverte de la radioactivité spontanée. Voilà, ils ont fait un travail en commun, ils sont tous les trois récompensés. Marie passe sa thèse cette année, elle a 36 ans. C'est très étrange pour nous de constater qu'un étudiant qui passerait sa thèse et qui aurait le prix Nobel en même temps, non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut un temps, une durée pour confirmer les travaux. Le 6 juin 1905, à Stockholm, Pierre évoque, donc devant l'Académie des sciences suédoise, le développement de la science, de la radioactivité, ses prolongements, ses applications. Il conclut, c'est pas le discours Nobel, il conclut sa conférence par ses prémonitions. C'est toujours intéressant d'écouter un grand scientifique. On peut concevoir encore que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. Et ici, on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter et si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. Je crois qu'aujourd'hui, le problème est réglé, on a compris à travers tout ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Il est lucide. Je suis de ceux qui pensent, avec Alfred Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Donc, au cours de ce début du XXIe siècle, on est plutôt pessimiste, d'accord, sur l'usage que l'on fait des applications scientifiques et des techniques, bien sûr. La vie continue de honneurs aussi. Pierre Curie et sa fille Irène, qu'on voit en 1904, le 1er octobre 1904. Il est nommé professeur d'université à la Sorbonne et Marie préparatrice, un préparateur attaché à la chaire de son mari. Pierre Curie se présente à l'Académie des sciences de Paris et est accepté le 3 juillet 1905 sans enthousiasme.
les Curie n'ont jamais couru après les honneurs. Et le drame de leur vie, de Pierre et Marie, Pierre va mourir dans un accident de la route, on dirait aujourd'hui, il y a un fiacre qui le renverse, il lit, je fais un marchand, et la roue passe sur sa tête, donc il meurt sur le coup. Donc Le Temps a publié le 21 avril 1906, mais regardez les journaux anglais, titre, le découvreur du radium, Pierre Curie est très connu au niveau international. Un tragique accident vient de priver la science française d'un de ses plus illustres représentants, M. Pierre Curie, l'inventeur du radium, disparaît à 47 ans en pleine gloire, au moment où il poursuivait avec une admirable modestie et une méthode parfaite et des expériences plus fécondes. Bon, ça, c'est un journal de l'époque. Donc après la mort de Pierre, Marie se consacre à l'enseignement, et puis à son travail en fait en général, à ses enfants. Donc à ce moment-là, la question se pose, qui va remplacer Pierre Curie, sa chaire à la Sorbonne? Et ses collaborateurs, bien sûr, pensent à Marie, quand même, ils ont eu le prix Nobel tous les deux. Donc Georges Gouy, Amina, propose que Marie soit nommée professeure à Sorbonne à la suite de son mari et reprenne la direction du laboratoire. Donc on voit Marie Curie en noir, très triste, avec ses deux enfants. Hein, c'est une figure, c'est une image très classique de Marie Curie. Regardez sa deuxième fille, Ève, qui a vécu très longtemps, hein, qui est morte il n'y a pas très longtemps, hein, et qui a vécu plus de 100 ans. Elle était pianiste internationale. Donc, Georges Gouy dit la chaire a été fondée par Pierre, la création avait été amenée par le retentissement de ses découvertes et des vôtres. Marie Curie, ce sont des prix Nobel quand même. Cette chaire est donc une partie de son œuvre. Les traditions qui y sont attachées, l'outillage créé, l'approvisionnement en matériaux précieux, tout cela porte son empreinte. Ne serait-il pas infiniment désirable que cela fût conservé avec un soin pieux qu'un étranger ne peut avoir et que le nom de Curie y resta attaché. Donc ses amis vont se battre. Le 11 mai 1906, le conseil de la faculté confie à l'unanimité la chaire de Pierre Curie à Marie Curie, première femme à enseigner à la Sorbonne. Donc il a fallu se battre. Extrait du journal intime de Marie Curie, donc qu'est-ce qu'elle dit, hein, donc cher Pierre, que je ne reverrai plus ici, Pierre dort son dernier sommeil sous la terre, mon Pierre, je me lève après avoir assez. Donc vraiment, c'était une histoire d'amour. Demain, j'aurai 39 ans, en 1906, puisque je suis décidé à ne plus vivre du tout pour moi, même, et à ne rien faire dans ce but. Il me reste probablement encore un peu de temps pour réaliser au moins partie des tâches que je me suis imposées, élever ses enfants, travailler sur sa recherche. Sur l'éducation des enfants, une vision révolutionnaire partagée par Albert Einstein, par d'autres. J'ai parfois l'impression, écrit Marie à sa sœur Ella, qu'il vaudrait mieux noyer les enfants que de les enfermer dans les écoles actuelles. Donc c'est intéressant parce qu'il y a toujours des propos sur la médiocrité de notre système scolaire. J'en reparlerai sur les deux. Un matin, ils envahissent le laboratoire de la Sorbonne, où Jean Perrin leur apprend la chimie. Donc ils ont créé une école parallèle pour que leurs enfants, tous ces gens, ces intellectuels, puissent s'éveiller. Le lendemain, le petit bâtiment se transporte à Fontenay-aux-Roses, séance de mathématiques avec Paul Langevin, Madame Perrin et Chavannes, le sculpteur Magro, le professeur Mouton enseigne la littérature, l'histoire et les langues vivantes, les sciences naturelles, le modelage, le dessin. Enfin, dans un local désaffecté de l'école de physique, Marie Curie consacre le jeudi après-midi au cours de physique le plus élémentaire que ces murs aient jamais entendu pour tous ses enfants. Donc c'est incroyable, c'est un témoignage de M, sa deuxième fille. Donc ils avaient créé une école parallèle. L'Académie des sciences rejette Marie Curie face à Édouard Branly, un des inventeurs de la radio, tout à fait justifié. Par contre, la campagne qui va être faite contre Marie Curie, elle n'est pas justifiée. Donc il faut que quelqu'un décède, hein, donc à l'Académie des sciences, quelqu'un est décédé le 31 octobre 1910, donc il y a une place, hein, il y a un fauteuil, on dit de libre, et donc il faut faire une campagne puis être élu. Donc elle à Paris, hein, aller voir l'Institut de France, dans lequel se situe l'Académie française, l'Académie d'inscription et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales. N'oubliez pas que Marie Curie donc, ne veut pas être acceptée à l'Académie des sciences, hein, les gens ne vont pas voter pour elle. La première femme qui rentrera à l'Académie des sciences, l'Académie, en toute académie confondue, l'Académie française, 1981, Marguerite Yourcenar, quand écrivaine. Donc le Figaro, voilà, révélé en public, comment peut-on envisager de poser sa candidature à l'Académie des sciences pour une femme, bien sûr. Donc c'est une charge anti-féministe. Hein. Un chapeau, ça lui suffira à Marie Curie, etc. Donc le 28 novembre 1910, parallèlement à tout ça, Marie refuse d'être faite chevalier de la Légion d'honneur. Pierre l'avait aussi refusé, donc il refuse les honneurs. Marie fait la une des journaux, hein, l'Excelsior. Le journal annonce l'examen de sa candidature à l'Académie des sciences et présente une étude graphologique et morphopsychologique de la physicienne. Quel journaliste aurait osé employer la même méthode pour convaincre ses lecteurs du bien fondé de la candidature d'Édouard Branly face à elle, cet homme? Personne ne fait ça. Mais c'est une femme. Là, on voit un propos tenu par un membre de l'Académie sur Marie.
Donc on voit certes la collaboration de monsieur et madame Curie a produit d'admirables découvertes, mais avant son mariage, madame Curie n'a jamais fait quoi que ce soit en physique, et depuis la mort de son illustre mari, elle n'a rien produit seule. Il aurait mieux fait de se taire, parce que c'est justement ce moment où elle a son deuxième prix Nobel. Donc, ce membre de l'Académie qui s'exprime, c'est quand même pas mal. Le 24 janvier 1911, Édouard Branly est élu. Plus jamais Marie Curie ne présentera sa candidature à l'Académie des sciences. Elle sera élue à l'Académie nationale de médecine en février 22 sans avoir fait acte de candidature suite à ses travaux sur la radioactivité. Donc, elle a mis en place les services de radiologie au cours de la Première Guerre mondiale en France. Campagne de presse contre Marie Curie pour l'attribution de son deuxième prix Nobel parce qu'elle a une liaison avec Paul Langevin. Donc Marie Curie, son mari est décédé depuis quelques années. Paul Langevin est marié avec des enfants. Cette femme avec laquelle il est marié est une femme de la grande bourgeoisie parisienne et elle ne va pas se laisser faire. Donc Paul Langevin ne s'entend plus avec sa femme, elle souhaite qu'il accepte une belle situation dans l'industrie, dans le monde politique, au lieu de se consacrer à la science. Paul Langevin ne veut pas, crise dans le couple, donc il loue au début de l'été 1910, non loin de l'école de physique-chimie, un petit appartement où Marie lui rend souvent visite. Vers Pâques 1911, donc cette année cruciale pour le deuxième prix Nobel de Marie, quelqu'un s'introduit dans le petit appartement de Paul Langevin, facture un bureau et dérobe des lettres écrites par Marie Curie et Paul Langevin. Bien sûr, on se correspondait par lettres à cette époque-là. Les lettres se retrouvent dans les mains de Madame Langevin, donc on voit qui est à l'origine de tout ça, comme l'annonce son beau-frère, etc., rédacteur en chef du petit journal. C'est le moment où on voit les congrès Solvay arriver. On voit Ernst Solvay sur cette photo, qui organise donc le congrès de 1911, premier qui va devenir très célèbre. Les congrès Solvay vont être à la constitution de la physique quantique dans les années 20. Donc cet industriel belge qui finance une rencontre entre tous les plus grands physiciens de cette époque sur les bouleversements de la physique, la théorie de rayonnement et les quanta, bien sûr, en 1911. Donc on voit tout un tas de grands scientifiques, Ernst Solvay, Hendrik Lorentz, président souvent de ces congrès, qui était un homme très posé, un Hollandais, que Einstein vénérait. Albert Einstein, c'est le plus jeune. Paul Langevin, puis là, Marie Curie, Henri Poincaré, De Broglie. Il y a beaucoup de Français pris loin, il y a un grand nombre de Français. 4 novembre, une nouvelle campagne de presse est lancée contre Marie Curie par les choses d'extrême droite. Marguerite Borel, c'est un mathématicien français, rapporte autour de la maison de Madame Curie, des gens vocifèrent, abat l'étrangère, la voleuse de Marie. Madame Curie n'ose plus mettre un pied hors de chez elle, donc il y a une campagne vraiment très dure qui est orchestrée contre elle. 14 novembre, Madame Langevin assigne son mari en justice sur un procès. Le procès est prévu pour le 8 décembre. L'avocat de Paul Langevin sera Raymond Poincaré, cousin de Henri le Grand, mathématicien, et qui sera futur président de la République, donc c'est pas n'importe qui. Le 23 novembre, Gustave Thierry, un ancien normalien, éditeur d'un hebdomadaire à scandale, xénophobe, antisémite, l'œuvre, s'exprime à son tour. Le numéro est presque totalement consacré à l'affaire Marie Curie. Paul Langevin, sur le titre Les scandales de la Sorbonne, Thierry publie une partie des lettres de Marie Curie et Paul Langevin, traite Paul Langevin de Chopin de la polonaise, écrit cet homme-là fut-il professeur au Collège de France, n'est qu'un mufle et un lâche. Quelques jours plus tard, Thierry écrira que cette correspondance a été reproduite ce genre dénaturé par des altérations de texte, par des coupures de... Voilà, après ce scandale. Devant une telle campagne de presse, le doyen, le ministre de l'Instruction publique, souhaite que Marie Curie retourne en Pologne. Les amis de Marie, Marguerite et Émile Borel, Jean et Henriette Perrin, Henri de Bière, réussissent à la protéger. Paul Langevin décide de provoquer en duel le journaliste qui a publié ces lettres. Et c'est idiot, mais je dois le faire. Terry, lors du duel, le journaliste gardera son bras baissé pour ne pas tuer le mari de Madame Langevin, ni priver la science française d'un cerveau précieux. Donc ça finit incroyablement, quoi. L'action entreprise par Madame Langevin est finalement conclue par un arrangement à l'amiable. Le procès prévu n'a pas lieu. Paul Langevin revient vivre avec sa femme. La campagne de presse essoufflée s'arrête, mais tout projet commun entre Marie Curie et Paul Langevin est désormais impossible. Marie a perdu cet homme. Deuxième prix Nobel 1911, une affaire politique. Donc le 8 novembre 1911, il y a des tractations autour de la remise du prix Nobel. 8 novembre 1911, télégramme de Stockholm lui annonçant que le prix Nobel de chimie lui est attribué à Marie, une des personnes avec John Barney à avoir été couronnées 2 fois par le Nobel au XXe siècle, il n'y a pas eu beaucoup. 22 novembre 1911, Marie écrit à Arrhenius, membre du jury, prix Nobel 1903, pour lui demander son avis sur sa venue. 25 novembre, réponse d'Arrhenius, nous connaissons bien ici tout ce qui se passe autour de vous, cette campagne de presse, aucun ne parlera de ses affaires, vous pourrez vivre dans une atmosphère complètement pure. Mais le 1er décembre, autre réponse, Madame Langevin a dû intervenir auprès du gouvernement français
qui est intervenu auprès du gouvernement suédois. L'aspect de votre procès a complètement changé après ma dernière lettre. Il demande que dans de telles circonstances, vous désistiez de venir ici pour prendre le prix avant qu'il vous était possible de montrer que votre lettre est falsifiée. 5 décembre 1911, réponse de Marie Curie Aridius. La démarche que vous me conseillez m'apparaîtrait comme une erreur grave de ma part. En effet, le prix m'a été décerné pour la découverte du radium et du polonium. J'estime qu'il n'y a aucun rapport entre mon travail scientifique et les scientifiques privés que l'on prétend invoquer contre moi dans des publications de bas étage et qui sont d'ailleurs complètement dénaturées. Je ne puis accepter de poser en principe que l'appréciation de la valeur d'un travail scientifique puisse être influencée par des diffamations et des calomnies concernant la vie privée. Je suis convaincu que cette opinion sera partagée par beaucoup d'autres personnes. Je suis très peiné que vous ne soyez pas vous-même de cet avis. Table du poing sur la table. Évidemment, remise du prix Nobel à Marie. Elle va y aller avec sa fille, Irène, et on lui attribue pour les services rendus à l'avancement de la chimie, par la découverte des éléments radium et polonium, par l'isolement du radium et l'étude de la nature et des composés de cet élément remarquable. Marie Curie, extrait de la conférence Nobel, elle tape du poing sur la table. Le scientifique ne dit jamais moi, c'est une équipe, mais elle, là, elle dit moi, se défend. Il y a de cela 15 ans, le phénomène de l'uranium a été découvert par Henri Becquerel et 2 ans après, l'étude de ce phénomène a été étendue aux autres substances par moi d'abord, par Pierre Curie et moi ensuite. Tous les corps émettant de tels rayonnements étaient nommés par moi radioactifs. L'histoire de la découverte et de l'isolement de cette substance, le radium, a fourni la preuve de l'hypothèse que j'avais faite, d'après laquelle la radioactivité est une propriété atomique de la matière et peut fournir une méthode de recherche des éléments. Voilà. Des engagements raisonnés, donc elle va en fait créer les services de radiologie pendant la Première Guerre mondiale, elle va secourir énormément de blessés, elle va écrire un livre donc, sur la radiologie, elle est la mère de la radiologie en France, au volant de ces petites curies, ces voitures qui ont été aménagées comme un petit cabinet de radiologie. Irène, on la voit à l'arrière d'une petite curie, ces fameuses voitures. Voilà. Création d'institutions, l'Institut du radium, cet argent qu'elle va pouvoir récupérer de tout ce qu'elle a fait, eh bien, elle ne va pas s'acheter un yacht démesuré ou un jet privé, comme on dirait aujourd'hui. Non, elle va les consacrer à créer des instituts, des dispensaires, des hôpitaux qui existent toujours. Alors, il y a un petit film que vous regarderez avec intérêt où on vous explique comment les publicitaires, les industriels ont utilisé le radium pour vendre des produits, alors que c'était dangereux, puisqu'il y avait des traces de radium à l'intérieur. Vous allez sourire. Sourire un peu triste. Elle va aller aux États-Unis, bien sûr, elle continue à travailler, elle est invitée, elle est très connue, elle en la voit avec le président américain, on la voit avec Einstein, en train de promouvoir les sciences, dans des grandes institutions internationales, on voit les Nations Unies. Elle fait des conférences, on la voit faire une conférence au CNAM pour promouvoir les sciences toujours. Un combat féministe, donc là, on l'a provoqué. Donc on va voir, en 1932, le sénateur Louis Barthou avait déclaré en séance que de ses conversations avec Colette, l'écrivaine, Anna de Noailles, une grande mécène de l'art, et Marie Curie, il ressortait qu'elles étaient hostiles au droit de suffrage des femmes, le droit de vote. Marie Curie répond par courrier à Louis Marin, président du groupe féministe au Sénat, Monsieur le Président, on me communique qu'au cours de la discussion relative au vote des femmes, séance du 7 juillet 32, ça ne sera qu'en 45, je crois, le droit des femmes, le droit de vote des femmes. Mon nom a été prononcé quand on m'attribue une opinion défavorable au vote des femmes. C'est là certainement un malentendu. J'ai, il est vrai, l'habitude de m'abstenir en ce qui concerne toute discussion politique, aussi bien sur cette question que sur d'autres qui ne sont pas du domaine scientifique. Cependant, sans me prononcer sur les modalités de l'attribution des droits politiques aux femmes, je pense que le principe est essentiellement juste et qu'il devrait être reconnu. Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, de bien vouloir faire connaître la teneur de cette lettre au Sénat. Donc elle se défend. On ne la fait pas parler sur ce sujet, alors qu'elle ne le pense pas, ce qu'on lui fait dire. Marie Curie répond au 7e congrès Solvay. Donc là, on la voit avec sa fille, et puis Lise Meitner, en 1933, l'année de prise de pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Lise Meitner, c'est une Allemande, fuira l'Allemagne. Le grand Werner Heisenberg restera travailler pour les nazis. Elle va fuir, puis on voit cette incroyable photo avec la mère et la fille dans le même congrès Solvay. C'est quand même assez incroyable, assez rare. La découverte de la radioactivité maintenant artificielle par les enfants, Irène et Frédéric Joliot-Curie. Eux, ils auront le prix Nobel en 1935. Donc on est en 1934. Les éléments chimiques stables comme le phosphore et l'azote ont des isotopes radioactifs que l'on peut produire artificiellement. Donc c'est pas la même chose que les parents. Donc isotopes, chacun des éléments du même numéro atomique, mais de masse atomique différente. Bon, je passe. On voit où est l'azote et le phosphore, c'est des petits noyaux. Donc on bombarde
avec des protons, et on finit par casser le noyau. C'est la radioactivité artificielle. Marie Curie donc meurt de son travail dans les années 30. Elle meurt elle est née en 1867, elle meurt en 34. Donc, au Congrès sur l'avenir de la culture à Madrid, en 1933, elle déclarait « Je suis de ceux qui pensent que la science est une grande beauté », donc c'était une vraie scientifique, quelqu'un de passionné par ce qu'elle faisait. Françoise Giroud, une femme honorable, vous avez compris pourquoi elle a intitulé cette biographie avec ce titre-là. Pierre et Marie sont transférés au Panthéon, donc ils sont enterrés dans un cercueil en plomb, allez-y, vous pourrez vous prosterner recueillir devant le cercueil en plomb des Curie. Donc en 95, on a transporté leur cercueil. Donc un petit résumé, vous regardez ce petit film qui résume la vie des Curie et leur intérêt, bien sûr, l'intérêt de leurs travaux, c'est tout ce qui est le nucléaire aujourd'hui, bien sûr, provient de leurs travaux. Voilà, je vous remercie. À bientôt, au revoir.